À la fin du printemps 1944, un silence étrange, presque oppressant, s'installa sur l'océan Pacifique. Dans ces eaux immenses, où l'on s'attendait à croiser à tout moment la silhouette sombre d'un sous-marin japonais, il n'y avait soudain plus rien. Les navires alliés rapportaient que les zones habituellement infestées de submersibles semblaient désertes. Pour les marins, ce vide inquiétant ressemblait à un piège. Les sous-marins japonais représentaient alors la fierté et la vigilance de l'Empire. On les surnommait les yeux et les oreilles de la flotte impériale. Chaque convoi ennemi repéré, chaque mouvement américain intercepté passait par eux. Leur rôle n'était pas seulement militaire, il était stratégique. Sans ces éclaireurs silencieux, la flotte japonaise était aveugle. Et pourtant, à la fin du mois de mai 1944, ces yeux commencèrent à se fermer un par un. En l'espace d'une semaine, 5 submersibles disparurent mystérieusement. Aucun signal de détresse, aucune communication interceptée, aucune trace flottante à la surface. Comme si l'océan avait décidé de les avaler. Les équipages japonais, entraînés et expérimentés, semblaient avoir été effacés du monde en quelques instants. À Tokyo, la nouvelle provoqua un choc. L'amiral Soemu Toyoda, qui venait d'assumer la direction de la flotte combinée, préparait alors une gigantesque opération. Le plan était audacieux. Attirer la flotte américaine dans une vaste embuscade, concentrer toutes les forces aéronavales de l'Empire et porter un coup décisif. Mais soudain, l'épine dorsale de sa stratégie, la reconnaissance sous-marine, s'effondrait sous ses yeux. Les réunions d'état-major se succédèrent dans une atmosphère de panique. Les généraux et les amiraux tentaient de trouver une explication rationnelle. Certains parlaient de champs de mines alliés disséminés au hasard. D'autres soupçonnaient des frappes aériennes massives restées secrètes. Mais les faits étaient là. 5 submersibles, tous aguerris, avaient cessé d'exister. Et bientôt, les rumeurs se transformèrent en certitudes. Des rapports commencèrent à affluer. Dans l'immensité du Pacifique, un navire américain étrange opérait comme un véritable prédateur. Il traquait les sous-marins, les débusquait, les encerclait et les détruisait avec une précision presque inhumaine. Ce chasseur paraissait anticiper chaque mouvement des Japonais, comme s'il devinait à l'avance leurs manœuvres. Les commandants sous-mariniers n'avaient aucune chance. Les attaques venaient trop vite, trop justes, trop implacables. Pour les officiers japonais, cela relevait de la terreur pure, un ennemi invisible, insaisissable, qui surgissait au moment le plus inattendu et transformait chaque patrouille en voyage sans retour. Dans les couloirs du quartier général impérial, l'histoire prit des allures de légende. On murmurait que l'océan avait libéré de ses profondeurs un prédateur inconnu, une bête d'acier américaine née pour chasser les sous-marins. Et plus les disparitions s'accumulaient, plus la peur se diffusait jusque dans les rangs des équipages. Toyoda, lui, comprit le danger immédiatement. Si cette série d'attaques se poursuivait, son opération n'aurait aucune chance. Sans yeux, sans éclaireurs, sans sous-marins pour signaler les mouvements américains, la flotte japonaise avancerait à l'aveuglette. Et dans une guerre où l'information valait autant que les canons, c'était signer la mort de toute une armée. Ainsi commença à circuler le nom d'un navire qui allait entrer dans l'histoire. Un destroyer d'escorte américain, jeune, rapide, armé d'armes nouvelles, et qui bientôt se transformerait en cauchemar pour tout le Japon. Pour comprendre la naissance de ce chasseur redoutable, il faut revenir 2 ans en arrière, au matin tragique du 7 décembre 1941. Ce jour-là, à l'aube, le ciel paisible de Pearl Harbor fut déchiré par les rugissements des avions japonais. En quelques minutes, la base navale américaine bascula dans le chaos. Des explosions secouaient la rade, des colonnes de fumée s'élevaient dans le ciel et des centaines de marins se battaient pour survivre. Parmi eux se trouvait un très jeune officier, l'enseigne John Charles England. À peine 20 ans, il venait d'être affecté à bord de l'USS Oklahoma. Il n'avait pas eu le temps de prendre ses marques, ni de connaître vraiment son équipage. Mais le destin allait lui imposer une épreuve brutale, dont il ne réchapperait pas. Lorsque les torpilles frappèrent de plein fouet l'Oklahoma, la coque de métal trembla comme si elle se brisait en deux. Le cuirassé commença à chavirer sur le flanc. Dans cette panique, la plupart des marins n'avaient qu'une pensée, fuir, rejoindre le pont, sauter à la mer pour échapper à l'acier qui se refermait sur eux. Mais John England, lui, choisit un autre chemin. Il entendit les appels désespérés de ses camarades piégés dans les compartiments déjà envahis par l'eau. Au lieu de courir vers la sortie, il se jeta à l'intérieur du navire en train de sombrer.
Une première fois, il pénétra dans les couloirs obscurs, tira un marin à travers une cloison inondée et l'aida à rejoindre une chaloupe. Puis une deuxième fois, puis une troisième. Chaque minute comptait. Chaque seconde lui arrachait le souffle, mais il continuait à plonger dans la coque qui se remplissait d'eau. À 3 reprises, il réussit à ramener des hommes vivants. Certains, il les traînait en rampant, d'autres, il les porta sur ses épaules, d'autres encore, il les jeta presque de force dans des embarcations de fortune. Tout le monde savait qu'il risquait sa vie. Mais lui semblait ignorer la peur. À la 4e tentative, la fatalité frappa. Le cuirassé bascula définitivement, se retournant sur lui-même. L'eau engloutit les coursives et le jeune officier disparut à l'intérieur, fidèle à son devoir jusqu'au dernier instant. Avec lui, des centaines de marins de l'Oklahoma furent ensevelis dans la carcasse de fer. La nouvelle de son sacrifice se répandit rapidement. Dans toute l'Amérique, son nom devint symbole de courage et d'abnégation. Les journaux relataient son héroïsme. Ses compagnons d'armes racontaient qu'il avait sauvé d'autres vies sans hésiter, alors que chaque seconde le rapprochait de la mort. Pour les familles endeuillées, il devint une figure de lumière dans les ténèbres de Pearl Harbor. Lorsque les chantiers navals américains commencèrent à lancer en série de nouveaux bâtiments pour rattraper la puissance japonaise, les marins insistèrent pour que l'un d'eux porte son nom. Ainsi naquit le destroyer d'escorte USS England. Ce navire ne devait pas être un simple bâtiment de guerre. Il fut pensé comme un monument flottant, un hommage de fer et de feu aux jeunes officiers tombés à Pearl Harbor. Ces marins embarquaient avec la conviction que l'esprit de John England lui-même les protégerait, que son courage se transmettrait de génération en génération à travers ce navire. Personne n'imaginait encore que cette croyance allait bientôt prendre une dimension prophétique. Car ce bâtiment modeste, rapide, conçu avant tout pour escorter les convois et protéger les routes maritimes, allait écrire l'une des pages les plus incroyables de la guerre en mer. Le nom d'England devint plus qu'un hommage, il devint une promesse faite à l'histoire que le sacrifice d'un seul homme ne serait pas oublié et qu'il trouverait un écho à travers les victoires d'un navire destiné à semer la terreur dans les profondeurs du Pacifique. Au début de 1943, la guerre en mer prenait une tournure inquiétante pour les Alliés. Dans l'Atlantique comme dans le Pacifique, les sous-marins ennemis agissaient presque impunément. Les U-boats allemands saignaient les convois en Europe, tandis que les submersibles japonais frappaient dans le Pacifique, attaquant navires marchands, transports de troupes et parfois même bâtiments de guerre. Chaque traversée devenait une loterie mortelle. L'Amérique devait trouver une solution. La réponse vint des chantiers navals, qui se mirent à travailler jour et nuit pour produire un nouveau type de navire, les destroyers d'escorte. Contrairement aux grands destroyers classiques, ces bâtiments plus petits, plus légers et moins coûteux pouvaient être construits en série. Leur mission était claire, protéger les convois et traquer sans relâche les sous-marins ennemis. Ainsi naquit la classe Buckley, symbole d'une nouvelle génération. Ces navires étaient rapides, solides et surtout dotés d'équipements modernes qui allaient changer la donne. Radars, sonars perfectionnés, systèmes de détection capables de repérer une cible de jour comme de nuit, même au cœur d'une tempête. Leur armement était adapté à une guerre invisible. Canons anti-aériens, pièces de 3 pouces pour se défendre contre tout adversaire de surface, mais surtout une arme nouvelle, conçue spécialement pour briser la suprématie des sous-marins. Cette arme s'appelait le Hedgehog, surnommé le hérisson. Il ne s'agissait pas de simples grenades sous-marines larguées par l'arrière, comme cela se faisait depuis des décennies. Non, le Hedgehog était un système révolutionnaire. Une salve de 20 projectiles explosifs lancés vers l'avant du navire. Ainsi, l'équipage ne perdait jamais le contact sonar avec la cible, même au moment critique de l'attaque. Chaque projectile n'explosait qu'en cas d'impact direct avec la coque ennemie, ce qui éliminait les détonations inutiles dans le vide. À l'intérieur de ces charges se trouvait un explosif terrifiant, le Torpex, une substance 1,5 fois plus puissante que la TNT. Une seule touche suffisait pour éventrer un sous-marin en quelques secondes, transformant la mer en tombe d'acier. Très vite, les commandants japonais comprirent que ce nouvel adversaire changeait les règles. Les grenades classiques pouvaient encore être esquivées en manœuvrant ou en plongeant plus profondément. Mais contre le Hedgehog, il n'y avait pratiquement aucune échappatoire. Quand la salve était tirée, l'océan s'embrasait d'explosions autour du submersible et la fuite devenait presque impossible. Les destroyers d'escorte de classe Buckley commencèrent à apparaître partout dans l'océan. Ils ne naviguaient pas seuls,
Ils opéraient en meute, coordonnés par radio, se déployant sur de vastes secteurs pour repérer et enfermer les sous-marins dans une traque implacable. Pour les marins japonais, ces formations étaient synonymes de mort annoncée. Entrer dans leur zone, c'était courir le risque de ne jamais refaire surface. Parmi cette nouvelle flotte, un navire se distinguait déjà avant même d'avoir combattu, l'USS England. Son équipage était jeune, fougueux, mais déterminé. À sa tête se trouvait le commandant Welton Pendleton, un homme de sang-froid remarquable et à la discipline implacable. Sa capacité à transformer chaque rencontre en chasse méthodique allait bientôt faire de son nom une légende. Pour Pendleton et ses hommes, le navire n'était pas qu'un bâtiment de guerre, c'était un héritage. Chaque fois qu'il lisait le nom England gravé sur la coque, il se souvenait de sacrifices du jeune officier à Pearl Harbor. Il croyait sincèrement que l'esprit de John England veillait sur eux, les poussant à faire preuve de courage et de détermination. Ce mélange de technologie moderne, de discipline d'acier et de foi dans une mission plus grande allait bientôt se concrétiser. Car en mai 1944, l'USS England reçut son premier véritable ordre de combat. Traquer un sous-marin japonais vétéran, l'I-16. Ce duel allait marquer le début d'une série incroyable, une chasse à laquelle personne n'aurait osé croire, et qui allait transformer l'England en cauchemar pour tout l'Empire japonais. Mai 1944. Dans le Pacifique, la guerre avait pris une intensité nouvelle. Les États-Unis lançaient leurs offensives, île après île, resserrant l'étau autour du Japon. Mais les sous-marins japonais continuaient de rôder, frappant les convois alliés et menaçant chaque traversée. C'est dans ce contexte que l'USS England reçut son premier ordre crucial: intercepter le sous-marin I-16. Ce n'était pas un adversaire ordinaire. I-16 avait un passé prestigieux et redouté. Dès décembre 1941, il avait participé à l'attaque de Pearl Harbor en lançant une mini-sous-marin chargée de s'infiltrer dans la rade. 3 ans plus tard, il était encore en activité, utilisé pour ravitailler les garnisons japonaises isolées, mais toujours considéré comme dangereux. Le 18 mai, un avion allié repéra l'I-16 en surface et transmit aussitôt ses coordonnées. À bord de l'England, l'ordre tomba. Cap vers l'ennemi. Avec 2 autres destroyers d'escorte, le George et le Raby, le navire de Pendleton se mit en chasse. L'excitation et la tension étaient palpables. Pour la jeune équipe de l'England, c'était la première véritable confrontation. Personne ne savait encore si leur navire tiendrait ses promesses face à un sous-marin aguerri. Rapidement, les sonars captèrent un signal clair. L'I-16 était là, sous les vagues. Le commandant japonais comprit qu'il avait été repéré et ordonna des manœuvres d'évasion. Le submersible vira brusquement, modifia sa profondeur, brouilla les échos sonars. Les premières salves de Hedgehogs furent tirées par l'England et ses compagnons, mais tombèrent dans le vide. L'eau éclatait d'explosions, et pourtant le sous-marin restait insaisissable. Heure après heure, la chasse continua. Chaque tentative avortée augmentait la tension. Les marins de l'England fixaient leurs écrans, scrutaient l'océan, le souffle court. Allaient-ils laisser échapper leur proie dès leur première mission? Certains commençaient à douter. Puis, soudain, le sonar livrait un contact d'une netteté parfaite. C'était l'instant que Pendleton attendait. Sa voix claqua. « Feu !» Une salve entière de Hedgehogs fut lancée vers l'avant. Les projectiles plongèrent dans la mer et, quelques secondes plus tard, une déflagration titanesque secoua l'océan. Une colonne d'eau monta si haut qu'elle éclaboussa le pont de l'England. L'onde au choc fit vibrer la coque et projeta certains marins au sol. Un instant, l'équipage crut que le sous-marin avait le temps de riposter avec une torpille. Mais bientôt, la surface se couvrit d'une nappe sombre. Des bulles d'air remontaient par milliers, des morceaux de métal tordus, des planches calcinées flottaient à la dérive. L'I-16 venait de disparaître dans les profondeurs, emportant tout son équipage. La nuit du 21 au 22 mai 1944 fut noire comme les abysses du Pacifique. Aucune lune, aucun éclat d'étoile ne perçait le ciel couvert. Dans cette obscurité totale, 3 destroyers d'escorte avançaient lentement, leurs sonars scrutant les profondeurs. L'USS England, accompagné du George et du Ruby, avait reçu l'ordre de patrouiller près de l'île de Manus.
L'état-major allié était convaincu qu'une nouvelle vague de sous-marins japonais de la série RO rôdait dans la région. Pour l'équipage, l'atmosphère était électrique. Quelques jours plus tôt, ils avaient coulé l'I-16 et tous savaient que cette fois, la chasse ne ferait que s'intensifier. Chaque marin sentait que l'océan, noir et insondable, cachait un ennemi prêt à frapper. Vers l'aube, les radars du George captèrent une signature faible, un écho hésitant. L'objet semblait avancer en surface, lentement, comme un fantôme glissant sur la mer. L'espoir monta, c'était sans doute un sous-marin en transit. Aussitôt, les 3 destroyers convergèrent, se déployant comme une meute refermant son piège. Soudain, le projecteur du George fendit l'obscurité. Dans le cercle de lumière, une silhouette sombre apparut, un submersible japonais. Pris par surprise, il tenta de plonger immédiatement, disparaissant sous les vagues. Le George tira la première salve de Hedgehogs. Des dizaines de projectiles s'abîmèrent dans les flots, mais les explosions n'atteignirent rien. Le sous-marin venait d'échapper à la mort. La traque commença. Le sonar de l'England reprit le contact. Dans la salle de détection, les opérateurs fixaient leurs écrans, leurs casques collés aux oreilles, retenant leur souffle. Le commandant Pendleton, implacable, ordonna une attaque immédiate. Une salve fut lancée, l'océan trembla, mais le submersible esquiva encore. Les minutes s'écoulaient, longues comme des heures. Chaque tentative échouée augmentait la tension à bord. Les marins étaient crispés, les yeux rivés sur la mer Noire. Puis, brusquement, le sonar révéla un mouvement inattendu. Le sous-marin ennemi venait de changer brutalement de cap. C'était une manœuvre audacieuse, presque suicidaire. Il ne cherchait plus seulement à fuir, il semblait vouloir attaquer lui-même, peut-être en lançant une torpille contre l'England. Pendleton comprit aussitôt le danger, mais aussi l'opportunité. En voulant frapper, le submersible s'était exposé. Le destroyer se plaça en position idéale. La voix du commandant retentit. « Feu !» La salve partit. Quelques secondes de silence, puis une série d'explosions retentit dans les profondeurs. Le souffle fit vibrer le navire, et soudain, la surface de l'eau se couvrit de nappes de pétrole épaisses. Une large traînée noire s'étendit, signe indiscutable que le submersible venait d'être détruit. À bord de l'England, un silence solennel régnait un instant. Puis des cris éclatèrent dans la nuit. L'équipage venait de remporter sa 2e victoire en quelques jours. Cette chasse nocturne marqua les esprits par son intensité dramatique. Les marins comprirent qu'ils n'étaient plus de simples escorteurs, ils étaient devenus une meute, une force redoutée qui semait la mort dans les profondeurs. Du côté japonais, la stupeur grandissait. 2 sous-marins disparus en moins d'une semaine. L'océan, autrefois terrain de chasse des forces impériales, se transformait en un piège mortel. L'USS England n'était plus seulement un navire, il devenait une légende. Mais la guerre n'avait pas dit son dernier mot. Dès le lendemain, le destroyer devait repartir en chasse. Une nouvelle cible avait été repérée. Un autre sous-marin de la série RO. Et cette fois, l'affrontement serait encore plus acharné. Le 23 mai 1944, l'aube se leva sur un océan gris et menaçant. De lourds nuages recouvraient le ciel et une brume épaisse noyait l'horizon. Pour les marins de l'USS England, ce décor lugubre semblait annoncer une nouvelle épreuve. La fatigue pesait déjà lourd. Depuis plusieurs jours, l'équipage enchaînait les patrouilles et les alertes, mais personne n'imaginait abandonner. Il savait qu'un autre sous-marin japonais se cachait dans ces eaux. À 6h10, le destroyer d'escorte Rabi fut le premier à capter un contact net au sonar. L'alerte résonna aussitôt à bord, chaque homme rejoignit son poste de combat. Les visages étaient fermés et les regards tendus. Chacun savait que la moindre erreur pouvait transformer le chasseur en proie. Le sous-marin ennemi, identifié comme appartenant à la série RO, plongea immédiatement. Il multipliait les manœuvres brusques, modifiait sa profondeur, tentait de semer ses poursuivants. Le Rabi lança une première salve de Hedgehogs. Les projectiles frappèrent les flots, mais aucune explosion ne vint confirmer le coup au but. Seulement des bulles et des remous, preuve que l'ennemi avait encore échappé à la mort. Les Japonais employaient des ruses ingénieuses. Ils émettaient de faux signaux acoustiques pour brouiller les sonars, relâchaient parfois de l'huile et des débris afin de simuler une destruction, espérant tromper leurs poursuivants.